27 avril 2017, soyez les bienvenus. Bonsoir Karine. Bonsoir Elias, bonsoir à tous. Karine, à La Réunion, 2 policiers blessés par balle par un jeune homme soupçonné d'apologie du terrorisme. Et le jeune d'une vingtaine d'années n'a pas hésité à tirer sur les policiers du GIPN venus l'interpeller. Fiché S, il faisait l'objet d'une surveillance. Le parquet antiterroriste de Paris a été saisi. Les algues sargasses porteuses de métaux lourds présentent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Ce sont les résultats d'une étude menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Quand le jazz se marie avec le maloya, cela donne un métissage musical hors du commun. Il est l'œuvre du saxophoniste français Gaël Aurelou. Il est en ce moment en tournée avec des musiciens réunionnais. Enfin, direction le port, l'une des communes les plus chaudes de La Réunion. Pour supporter les températures caniculaires, Karine, eh bien, la famille Maillot a planté dans son jardin des arbres locaux qui leur apportent douceur et ombrage. Extrait. Avec sa chemise à fleurs, pas de doute, Jean-Claude Maillot aime la nature. Mais la plus belle preuve de cette passion, c'est son jardin planté en plein cœur du port. C'est un îlot de verdure qui nous protège à la fois des nuisances de la ville, mais qui nous rapproche de la ville quand même. Le jardin d'Éden de la famille Maillot, une escapade à ne pas rater dans un quart d'heure. Mais d'abord, Karine, est toujours à La Réunion, une opération antiterroriste mouvementée. 3 personnes ont été blessées, 2 policiers du GIPN et un jeune suspecté de s'être radicalisé. Tous ont été transférés à l'hôpital. Les forces de l'ordre étaient venues interpeller à son domicile le jeune d'une vingtaine d'années. Henri Elie. Saint-Benoît, il est 6h ce matin quand les policiers du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, font irruption dans la résidence Fragrance où habite le jeune radicalisé. Pour procéder à son interpellation, ils agissent vite et par surprise. Témoignage. Ils ont défoncé la porte, ils sont rentrés, apparemment ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils sont ressortis, mais apparemment la personne n'était pas à l'intérieur. Quand j'ai entendu les bruits à 6h du matin, des bruits assez forts, 2 coups de feu. Et après j'ai vu les GIPN avec leur fusil infrarouge et tout. Jérôme, c'est son prénom, les attend avec un fusil à pompe. Il tire aussitôt. 2 policiers sont atteints. Le GIPN riposte, le blessant à son tour, touché au ventre. Tous les 3 seront transportés aux urgences de l'hôpital. On savait qu'il était armé, on était préparés, voilà. Comment vont vos collègues, vous avez des nouvelles? Ils vont bien, et ils sont soignés à l'hôpital, on attend leur retour. Quant à Jérôme, jeune converti à l'islam, radicalisé il y a peu, il a grandi ici même dans cette résidence, y menant une vie tout à fait normale, bref un enfant du quartier, sans histoire. C'est un jeune homme. Il fréquentait la même école que mon fils, donc il est tranquille, je l'ai toujours connu tranquille. On a grandi un peu avec, on partait à l'école, on se voyait, on n'a pas le même âge exactement, mais voilà, je le voyais souvent, on parlait sans plus quoi, des connaissances de voisinage et tout, on se parlait bien. Mais ces derniers mois, il avait visiblement changé, il s'était rasé la tête, avait laissé pousser sa barbe et faisait l'apologie du terrorisme sur Internet. Sa nounou, qui s'est occupée de lui si longtemps, s'en étonne. Au mois de mars, je lui ai parlé là. J'ai vu son changement, il avait bien minci, tout ça, mais il était plutôt timide. À peine s'il m'a souri, mais c'est tout. Pour y achever leur perquisition, les officiers de la police judiciaire sont retournés en fin de matinée dans l'appartement où logeait le jeune homme. Ils y ont interpellé sa mère, ici à l'image, sous la couverture, et ce, dans le cadre de l'enquête. Et ce soir, le Conseil réunionnais du culte musulman condamne fermement, je le cite, ce type de comportement extrême qui ne peut aucunement être justifié par une appartenance religieuse. Son président Houssen Hamod apporte également son soutien aux policiers blessés lors de cette opération antiterroriste. La Réunion, où on recense 80 000 personnes de confession musulmane, est donc une nouvelle fois confrontée à un nouveau cas de radicalisation. En juin 2015, une filière djihadiste avait déjà été démantelée. Et c'est également dans ce département qu'est née et a vécu une partie de son enfance une des voix de Daesh, Fabien Klein. Son nom a été associé à plusieurs affaires, la première étant celle de Mohamed Merah. L'île détient par ailleurs le record des personnes fichées S dans les Outre-mer. Michel Ouzou.
On n'est pas à l'abri du terrorisme à La Réunion. Depuis l'affaire Charlie Hebdo en 2015, le département s'est mis à être attentif aux moindres signes de radicalisation. Les mois qui ont suivi l'attentat ont été émaillés de perquisitions à travers toute l'île. C'est le préfet qui révèle lors d'une conférence de presse que plusieurs personnes sont sous surveillance. Elles sont allées faire le djihad pour combattre au Moyen-Orient. Le nom des frères Klein d'origine réunionnaise apparaît dans les fichiers des enquêteurs. Fabien a revendiqué au nom de Daesh les attentats du 13 novembre 2016. On retrouve son empreinte dans le meurtre des policiers de Magnanville. Selon l'UCLA, l'Union de coordination de la lutte antiterroriste, entre 100 et 200 signalements pour radicalisation sont constatés en 2015 dans l'île, année où un réseau a été démantelé. Son prédicateur salafiste surnommé l'Égyptien est toujours emprisonné dans l'Hexagone. Enfin, selon un rapport de l'Assemblée nationale, La Réunion se classerait au 23e rang des 101 départements français suivis pour des filières djihadistes. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur l'arrestation d'un jeune réunionnais soupçonné d'apologie du terrorisme. En Guadeloupe, maintenant, les dernières 24 heures ont été particulièrement éprouvantes pour l'ancienne ministre Lucette Michaud-Chevry. Elle a été victime d'un malaise lors de sa garde à vue. L'élu est soupçonné de détournement de fonds publics. Outre-mer Express, Thierry Ravalet. L'audition de Lucette Michaud-Chevry a été suspendue hier pour raison de santé. Âgée de 88 ans, l'actuelle présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes est entendue dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds présumés. 3 autres personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire qui concerne les marchés publics passés par la communauté d'agglomération. Madame Michaud-Chevry pourrait elle aussi être mise en examen à l'issue de sa garde à vue. Le tribunal correctionnel de Mamoudzou a condamné Salama Bakar à 13 000 € d'amende et 6 mois avec sursis. Cette Mahoraise avait procédé en mai 2016 à l'expulsion illégale de clandestins sur la commune de Bouéni. Ce procès n'est que le début d'une longue série puisque de nombreuses autres personnes avaient participé aux expulsions. L'avocat de Madame Bakar et son comité de soutien entendent faire appel. L'activité économique reprend sur le port de commerce de Guyane et certains produits alimentaires qui manquaient cruellement vont pouvoir retrouver le chemin des rayons. Ceux qui vont le plus, c'est le frais en fin de compte. C'est pas tout qui est fromage râpé, jambon standard, ce genre de trucs. Mais il faudra tout de même compter un mois pour que les activités retrouvent un rythme normal. Certaines denrées n'ont pas survécu au long stockage sur les quais et devront être rapatriées. On ne peut pas tout faire avec les algues sargasses et surtout pas les consommer. C'est la dernière mise en garde lancée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En plus de l'odeur insupportable et des gaz irritants et toxiques qu'elles dégagent, eh bien ces algues auraient la capacité de piéger les métaux lourds. Cécile Baquet, la spécialiste environnement de la rédaction de François, nous rejoint tout de suite. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors Cécile, c'est donc la dernière alerte de l'Agence de sécurité sanitaire. Les algues sargasses concentrent des métaux lourds. Est-ce que c'est vraiment grave, Cécile? Oui, effectivement, c'est grave car les algues sargasses concentrent 2 types de métaux lourds, le cadmium et l'arsenic. Or, ces métaux lourds sont dangereux pour la santé aussi bien des animaux que des hommes. Vous le savez, on connaît régulièrement des déferlements d'algues sargasses sur les côtes des Antilles, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, et on ne sait pas quoi faire avec ces algues sargasses. Récemment, il y a eu des études en Guadeloupe pour les transformer en aliments pour les animaux. Cette étude, donc ce rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, met comme un frein sur ces études puisqu'elle déconseille fortement la transformation de ces algues en aliments pour les animaux et donc pour les hommes. Alors sur place, il y a certains agriculteurs qui utilisaient ces algues comme engrais. Que dit l'agence sur ce point ? Eh bien malheureusement, Karine, l'agence ne dit rien sur ce point. J'ai contacté un spécialiste des engrais qui m'a dit qu'effectivement, utiliser comme engrais les algues sargasses contenant des métaux lourds, ça peut être embêtant, en particulier pour des cultures de type tubercules, car les métaux lourds passent par les racines
dans les tubercules de type igname, patate douce, et donc ça n'est pas très bon pour la santé. En revanche, en ce qui concerne la banane, qui est quand même la plante phare, le fruit phare des Antilles, eh bien ça pourrait être intéressant car la banane est protégée par sa peau. On pourrait donc encore continuer à utiliser des algues sargasses comme engrais dans les bananeraies. On l'a vu, on a utilisé énormément de chlordécone, un insecticide particulièrement dangereux, dans les bananeraies sans que les bananes ne soient contaminées. Merci à vous, Cécile Baquet, pour cet éclairage. Et donc, voilà, il faut être prudent avec les algues sargasses aux Antilles. C'est effectivement la conclusion de cette soirée. J-10 avant le deuxième tour de la présidentielle. En Martinique, les appels à faire barrage à Marine Le Pen le 7 mai prochain se multiplient. En 5 ans, la candidate du Front National a progressé de 7 points dans le département. Une percée surprenante, d'autant plus que jusqu'à présent, ni le père ni la fille Le Pen n'ont pu venir en Martinique pour tenir meeting. Ce scrutin interpelle donc les personnes d'origine étrangère et parmi elles, des membres de la communauté haïtienne. Corinne Jean-Joseph, François Marlin. 14 ans que Francky Joseph a quitté Haïti. Comme les Haïtiens installés au Terre-Saint-Ville, il a du mal à comprendre que plus de 10 000 Martiniquais aient voté Marine Le Pen pour cette présidentielle. Nous, en tant qu'Haïtiens, lorsque je regarde ce qui se passe tout le temps dans les actualités, on n'entend pas que les Haïtiens font de la violence, ils font quelque chose, ou les Saint-Luciens, ou les Dominicains. Voilà, c'est ce qui me gêne, moi. Donc, moi, que j'ai toujours entendu qu'ici, les Haïtiens sont des bosseurs, quoi. Beaucoup de questions et pourtant, ils refusent de voir dans ce vote un vote xénophobe. Je suis né en Martinique. J'ai vécu en Martinique toute ma vie. Quand je regarde bien, au niveau de la Martinique, ils sont pas, on va pas dire qu'ils sont racistes, qu'ils sont xénophobes, mais je pense que c'est à force d'entendre parler. Mais Martiniquais xénophobe, c'est un peu trop fort. Une analyse partagée par l'ensemble des Haïtiens que nous avons rencontrés au Terre-Saint-Ville. Mais selon eux, les étrangers ne seront pas les seuls à payer les conséquences de la montée du Front National ici. L'extrême droite est en train de monter comme ça à la Martinique. Vous voyez, bon, ça, c'est dur pour les étrangers et pour les Martiniquais aussi. Ouais. En Martinique, l'immigration globale est très faible. Seulement 2% en 2013. C'est 4 fois moins qu'en France. Alors pour Francky Joseph, ce vote FN devra avoir d'autres motivations. Sans doute des motivations sociales, ce qu'il cherche à mettre en lumière avec ce sociologue. Il y a une déception profonde dans la population martiniquaise. Et qu'on ne voit plus non plus les hommes politiques populaires emmener le peuple, porter le peuple et lui donner de l'espoir. Je crois que c'est un manque d'espoir et une forme de rébellion de la population. Et le manque d'une vision martiniquaise pour porter un message de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, en tout cas de la Martinique, vers la métropole. Quoi qu'il en soit, pour Francky Joseph, aucune chance que la montée du Front National en Martinique impacte son identité caribéenne. J'ai toujours dit que je suis fier d'être un Haïtien. Et en même temps, donc, quand je vis en Martinique, je suis martiniquais aussi, quoi. En 5 ans, Marine Le Pen a gagné 7 points en Martinique. Reste à savoir maintenant si les électeurs martiniquais feront chuter cette tendance pour le second tour. Un mot de sport et une bonne nouvelle pour Kingsley Coman. L'attaquant antillais est officiellement transféré au Bayern de Munich pour la coquette somme de 21 millions d'euros. Les Allemands ont levé aujourd'hui l'option d'achat. Le jeune espoir du football français jouera avec le club bavarois jusqu'en 2020. Coman appartenait à la Juventus de Turin. Elle est un peu de culture maintenant avec cette récompense. Le réalisateur martiniquais Nicolas Polixen vient de recevoir un nouveau prix pour son court-métrage Papé. Cette fois à Las Vegas. C'était lors d'un festival qui récompense les meilleures productions télé et cinéma du monde entier. C'est le 2e prix pour Papé. Cette fiction tournée entièrement en créole en Guadeloupe raconte la vie d'un vieux pêcheur qui s'est coupé du monde et baigne dans ses souvenirs depuis le décès de son épouse. Allez, La Réunion, dernier coup de cœur de Gaël Aurelou. Le célèbre saxophoniste français est tombé amoureux, comment peut-on y échapper, des rythmes de l'île, notamment le maloya.
que vous connaissez très bien. Vous le dansez aussi? Oui. Bon, ben on va voir ça un jour. En tout cas, le musicien a eu l'idée de mélanger le son du cuivre avec celui des percussions, un métissage musical qui fera plusieurs scènes, une tournée qui a d'ailleurs débuté à Aubonne, en région parisienne. C'est là que notre équipe a rencontré le jazzman, accompagné de musiciens réunionnais. Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli et Raël Moine. Mais le Satie doit suivre. Le Maloya, c'est la pulsation de l'Afrique, et c'est cette même pulsation qu'on retrouve dans le jazz. Deux pulsations, deux identités, le jazz et le Maloya se retrouvent dans un projet initié par Gaël Aurelou. Il y a 6 ans, le saxophoniste est tombé sous le charme de la Réunion et de sa musique. Pour un musicien métropolitain comme moi, musicien français qui a voyagé dans beaucoup d'endroits du monde, en fait, j'étais vraiment très étonné de rencontrer en fait une culture musicale, une richesse musicale sur un territoire français en fait, et dont je n'avais jamais entendu parler ou très peu, quoi. De cette union avec des musiciens réunionnais est né un album enregistré sur l'île, Identité. Ensemble, avec Gaël Aurelou, ils ont trouvé un terrain pour exprimer chacun leur propre culture. Le jazz et le Maloya ont fusionné tout naturellement. Gaël avait quand même travaillé beaucoup en amont, il a fait qu'il écoute beaucoup de musique réunionnaise, de Maloya. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement. On a fait 3-4 répètes et puis 2 concerts. Et puis on s'est dit, ouais, c'est super, ça sonne bien. Dans cet album, des compositions, des morceaux traditionnels réunionnais et même un standard du jazz revisité à la sauce Maloya. L'enthousiasme de Gaël Aurelou pour la musique réunionnaise semble contagieuse. Le Maloya, c'est une musique que j'ai rencontrée un peu par hasard et qui mérite vraiment une place, je pense, dans le on va dire, le paysage musical français, quoi, ou mondial, on va dire. Il y a de la présence, le sax, tout ça, la guitare, les percussions, c'est très festif, quoi. Oh là là, ça, c'est une pêche formidable, très beau. Une qualité, oui, très beau. La tournée ne fait que commencer et déjà le public est conquis par l'énergie et la virtuosité de ce projet atypique. La Réunion donc, sa musique, ses rythmes endiablés, mais aussi ses magnifiques jardins, c'est notre escapade du jour. Au Port, une ville de l'ouest de la Réunion connue pour sa chaleur extrême durant l'été, eh bien la famille Maillot a trouvé le moyen de se rafraîchir et de prendre chaque jour un bon bol d'air frais. Il y a 35 ans, Jean-Claude et son épouse ont décidé de composer le jardin de leurs rêves. Henri-Claude Elma, Philippe Poirot. Avec sa chemise à fleurs, pas de doute, Jean-Claude Maillot aime la nature. Mais la plus belle preuve de cette passion, c'est son jardin planté en plein cœur du port. C'est un îlot de verdure qui nous protège à la fois des nuisances de la ville, mais qui nous rapproche de la ville quand même. Ce jardin, il a commencé à le bâtir il y a 35 ans dans la commune la plus chaude de l'île. Il commence par étaler 20 cm de terre sur la parcelle de galets, plante un latanier, un tamarin et un eucalyptus. Le premier et le deuxième sont toujours là. L'eucalyptus n'a pas survécu au cyclone Firinga en 1989. Et en plus, on a la racine là-bas, elle est pareille, mais ça fait une affaire avec. Une sculpture, mais ne connaît pas, peinture, sculpture, mais ça maille tout ça. Car Jean-Claude Maillot est aussi un artiste. Mais dans son jardin, il n'impose rien à la nature. Son secret, ne pas s'acharner, dit-il. Ce pied de combava, par exemple, continue de pousser, mais en mode bonsaï. Ça là, on a 20 ans qu'il est là. Il ne veut pas pousser. Mais il laisse aller, puisque il trappe tout son bonne feuille pour faire la cuisine avec. Jean-Claude Maillot compose avec la nature, mais il doit compenser le manque d'eau pour faire pousser ses mûriers, vavangues, goyaves, girimbelles et autres fruits à pain et jacques. Ça que nous l'a fait. Comme ici, ouais, gazon n'a point trop. Nous plantons, nous mettons un petit bois, au moins comme ça, il protège un peu la case. Et puis comme ça, on a l'ombrage. Il tombe au port 60 cm d'eau par an, mais il n'y manque pas d'espace vert urbain.
Jean-Claude Maillot, comme les pionniers du désert, les premiers portois au XIXe siècle, contribue à la transformation de cette plaine des Galets. Voilà pour le beau jardin des Maillots. Fin d'Info Soir. L'actualité se poursuit sur lapremière.fr. Ce soir, n'oubliez pas sur France.O à 20h55, votre série incontournable du jeudi soir, Famille d'accueil. On dit merci. On dit merci et à demain. Très bonne soirée. Bonne soirée. À demain.